15h, réveil. 15h05, un verre de whisky avec le journal du matin et des cigarettes. 15h45, rail de cocaïne. 15h50, un autre verre de whisky et une cigarette. 16h05, première tasse de café accompagnée d'une cigarette. 16h15, un autre rail de cocaïne. 16h16, jus d'orange parce que c'est bon pour la santé et une cigarette. 16h30, cocaïne. 16h54, cocaïne. 17h05, cocaïne. 17h11, un café et des cigarettes. 17h30, plus de glace dans le whisky. 16h45, cocaïne, etc., etc., etc. 17h45, cocaïne. 18h, un peu de marijuana pour tasser les folies de la journée. 19h05, direction le Woody Creek Tavern pour dîner. Une bière, deux margaritas, une salade, un taco, double ration de rondelles d'oignons frits, un gâteau aux carottes, une glace, un beignet d'haricots, des cigarettes, une autre bière, de la cocaïne. Et pour le retour à la maison, un triple whisky avec de la glace pilée. 21h, commence sérieusement à sniffer de la cocaïne. 22h, quelques gouttes d'acide. 23h, chartreuse, cocaïne et de l'herbe pour dissiper les effets de la cocaïne. 23h30, cocaïne, etc., etc. Minuit, Hunter S. Thompson est prêt à écrire. De minuit 5 à 6h du matin, chartreuse, cocaïne, herbe, chivas, café, bière, cigarette au clou de girofle. Pamplemousse, cigarette, jus d'orange parce que c'est bon pour la santé. Gin, des films porno en toile de fond. 6h, jacuzzi champagne, glace d'ove et pâte au parmesan. 8h, béatitude. 8h20, dodo. Voilà un parfait exemple du quotidien de Hunter S. Thompson, célèbre écrivain que vous avez certainement déjà vu dans Las Vegas Parano. C'est une personnalité que je trouve ahurissante, j'ai pas d'autres mots. Comme vous pouvez le constater, c'est quelqu'un de raisonnable avec une excellente hygiène de vie. C'est un personnage insolent, dépravé, provocateur, impulsif, mais surtout un écrivain et rédacteur extrêmement créatif et investi. C'est une personnalité respectée pour ses écrits et clivant par son comportement loufoque. Ses addictions à la drogue, l'alcool, à la cigarette, sa passion pour les flingues, ses goûts vestimentaires trop décontractés, son solide anticapitalisme. Je tenais personnellement à en parler dans une vidéo. Déjà parce que je le trouve drôle, mais surtout parce que son attitude et son parcours décadent contribuent à faire de lui une personnalité chaotique. Donc préparez-vous à cette descente dans la débauche dans l'univers de Hunter S. Thompson. Et surtout, n'oubliez pas de vous préparer un petit verre de jus d'orange. C'est du chlore! Dès l'âge de 8 ans, Hunter S. Thompson montre un intérêt prononcé pour la lecture et il est même considéré comme un enfant surdoué. Mais malheureusement, à l'époque, c'est un gamin un peu turbulent. Du coup, à l'âge de environ 20 ans, on n'est pas sûr parce qu'il a menti sur son âge, mais il se fait arrêter en 1956 parce qu'il aurait volé le portefeuille de quelqu'un. Donc il a le choix entre la prison et l'armée de l'air. Thompson choisit d'aller dans l'armée de l'air. Mais il ne reste pas longtemps car il est accusé d'avoir divulgué des informations sensibles, influencé le moral des troupes et fait preuve d'insolence envers ses supérieurs. Après avoir été renvoyé de l'armée, il entame sa carrière de rédacteur et se retrouve pigiste chez Time. Il se fait également renvoyer pour insubordination, il va donc travailler dans un autre journal d'où il se fait encore virer pour, je cite, avoir passé une nuit en chaussettes dans son bureau et avoir cassé un distributeur de bonbons à coups de pied. Et accessoirement avoir fait preuve d'insolence. Enfin, Thompson va trouver un journal dont il ne va pas se faire virer pour insolence, car celui-ci fait faillite peu de temps après son arrivée. C'est finalement le New York Herald Tribune qui donne l'opportunité d'exercer à Thompson, qui étudie ses sujets directement sur le terrain. On lui attribue donc l'invention du journalisme gonzo, un style d'écriture où le rédacteur fait partie du récit et traite son sujet en y apportant sa propre expérience. C'est une approche extrêmement subjective qui tend vers l'autobiographie. Lors d'une escale à Porto Rico, il s'attire des ennuis à cause de ses penchants et se retrouve contraint de fuir vers l'Espagne avec sa compagne Sandra Dawn Coughlin, avec qui il va se marier à son retour aux USA. Ensemble, ils auront un fils, Juan Fitzgerald Thompson, qui a écrit un livre sur la vie de son cher papa. En 1965, il s'immisce dans le groupe des Hells Angels, le célèbre club de motards, avec qui il fricote dans le but d'écrire un bouquin sur leur histoire. Quand les bikers ont compris que Thompson se faisait de l'argent sur leur histoire, ils ont réclamé leur part. Thompson a refusé et cette histoire l'a suivi jusque sur un plateau télé où un des membres des Hells Angels fait une des entrées les plus surbadass à moto en accusant Thompson d'avoir été malhonnête et ingrat. Il en faut hélas plus pour déstabiliser Thompson. Il s'est même fait démolir le portrait par un des bikers pour l'avoir traité de lâche car celui-ci battait sa femme et son chien. En 1970, intéressé par la politique, il se porte candidat pour devenir le nouveau shérif d'Aspen. Et il s'en sort pas trop mal dans les suffrages, mais son programme n'est pas très crédible. Changer le nom de la ville d'Aspen en Fat City, interdire la circulation des véhicules, contrôler la vente de drogue et désarmer les forces de police. Est-ce que je dois vous expliquer en quoi tout ça est cynique ? That's good. You dirty animal! Nard, vous avez saisi. 1972, il mène un combat contre Nixon pendant ses élections, le but étant de le décrédibiliser devant les potentiels électeurs. When the Buffalo Roams avec Bill Murray est un film qui romance bien cette période.
Ça, c'était les éléments notables de sa vie, et il finit par mourir en 2005 en se tirant une balle dans la tête. Paix à son âme. Mais je tiens à préciser qu'il est mort à 67 ans. 67 ans avec son train de vie, hein. Il n'y a pas de mystère, s'il a réussi à vivre aussi longtemps, c'est grâce au jus d'orange. Parce que c'est bon pour la santé. Ses funérailles sont faites selon sa volonté, ses cendres sont pulvérisées à travers sa propriété dans le Colorado par le biais d'un totem de 47 mètres de haut sur lequel se retrouve son emblème, le point rouge à 2 pouces symbolisant le journalisme gonzo. Ses cendres sont mêlées au feu d'artifice face à plus de 300 invités. Dans la liste des invités, on retrouve Ralph Steadman, Sean Penn, John Arnett, Jack Nicholson, John Cusack, Benicio del Toro et bien sûr Johnny Depp, Bill Murray et Anita Thompson, sa seconde femme, qui ont tous trois financé ses funérailles qui s'élèvent à plus de 3 millions de dollars. Pour rendre hommage à Thompson, ses invités ont veillé jusqu'au lendemain en buvant, comme Thompson l'aurait fait. Peut-être avec moins de drogue. Peut-être. Hunter était peut-être un alcoolique et un drogué, et quand j'ai appris qu'il avait un gosse, je me suis empressé de savoir s'il avait mené la vie dure à Juan Fitzgerald. Et apparemment non. D'après les dires de Juan, il n'aurait jamais levé la main sur son fils, et malgré ses soucis de communication, il ne l'aurait jamais encouragé à succomber aux mêmes addictions que lui. A noter qu'ils avaient tous deux passé de bons moments avec leur passion commune, les flingues. Parce que les armes à feu, c'est cool. Thompson. Le jour de sa rencontre avec Johnny Depp, Thompson a fait une entrée plutôt électrique au Woody Creek Tavern en écartant la foule avec un taser et un aiguillon à bétail en gueulant « Get out of my way, you bastard !» D'ailleurs, vous pouvez voir Johnny en interview qui raconte justement sa rencontre avec Hunter S. Thompson, il en parle assez souvent. En 90, Thompson était sur sa propriété avec deux de ses assistantes en train de travailler, quand un ours tente de rentrer sur sa propriété. Il va donc s'emparer d'un fusil à pompe pour essayer d'abattre l'ours, mais il rate l'ours et il tire sur son assistante. Apparemment, elle serait ressortie de l'hôpital avec des blessures mineures. Ça excuse pas le geste, hein. Thompson était extrêmement pote avec Jack Nicholson, et ceux-là aimaient bien s'envoyer des petits cadeaux un peu insolites pour leurs anniversaires, jusqu'à ce que Jack Nicholson envoie un cadeau qui fait que Thompson avait besoin de casser le game. Faut savoir que Jack Nicholson et Hunter S. Thompson sont déjà deux personnalités extrêmement barges, donc leur amitié pouvait pas être très normale. Un soir, Thompson est arrivé sur la propriété de Jack, il a commencé en tirant une fusée éclairante qui a éclairé toute la propriété de Jack Nicholson. Après, il a dirigé des projecteurs militaires de plusieurs millions de watts directement sur ses fenêtres. Le tout en jouant une cassette avec des cris de cochon en train de mourir sur des haut-parleurs. Thompson s'est également mis à tirer en l'air avec son 9 mm pour la forme. Enfin, il a attendu bien sagement dehors que Jack Nicholson sorte pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ce qui n'est pas arrivé. Jack Nicholson s'est planqué dans le sous-sol avec sa famille et a appelé le FBI en disant qu'un fou furieux en colère dehors voulait le tuer. Parce qu'à l'époque, Jack Nicholson recevait des lettres de menaces et il pensait que c'était un de ces gars-là qui commençait à s'exécuter. Voyant que Jack Nicholson sortait pas, Thompson est juste allé sur le palier de sa maison et a laissé une petite boîte avec dedans un cœur d'élan ensanglanté avec quelques douilles du pistolet qu'il a utilisé. On pourrait croire qu'avec une blague de ce genre-là, leur amitié aurait été ternie. Mais en vrai, Jack Nicholson était rassuré de savoir que c'était Thompson qui avait fait ça devant chez lui. Bon anniversaire, enculé! C'est beau les potes quand même. Vous savez, dans les jeux de rôle, il y a ce qu'on appelle les alignements, un tableau qui définit le caractère d'un personnage en fonction de son éthique et de sa morale. Vous pouvez vous placer sur ce tableau en fonction de si vous êtes bon ou mauvais et chaotique ou loyal. Hunter S. Thompson, lui, figure complètement parmi les personnalités chaotiques, car c'est un anti-système qui a vécu selon ses propres règles, forçant même le monde à s'adapter à lui. Imprévisible et toujours à défier l'autorité, ce qui le qualifie de chaotique, c'est pas tellement sa passion pour la drogue ou les armes, mais sa philosophie de vie basée sur le fait de vivre les choses intensément et avec passion. Une de ses citations qui le représente le mieux: « Ma vie est sans doute plus agréable depuis que j'ai arrêté de la prendre au sérieux ». Hunter est chaotique car il agit selon une logique qui est basée sur son instinct et ses pulsions. Il fait les choses telles qu'il les ressent sans se soucier de ce que les autres pensent ou attendent de lui. Sans forcément être égocentrique, c'est un homme qui est dans son propre univers, presque comme un alien avec son propre raisonnement. Parfois fascinant, parfois effrayant, mais jamais conventionnel. C'est le fait de s'émanciper des codes de la société et des étiquettes qui a contribué à rendre son écriture unique. Cette capacité à pouvoir casser les codes de façon créative et vivre intensément son existence, on l'a en chacun de nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Hunter S. Thompson vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de parler de ce gars-là parce que je le trouve absolument incroyable. Et surtout, retenez bien sa philosophie de vie sur le fait de vivre les choses intensément. C'est une sorte de carpe diem. Donc j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez retrouvé un peu de Hunter S. Thompson en vous parce que c'est bon pour la santé. Sur ce, chers survivants, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Fin de transmission.